je vais vous souhaiter officiellement la bienvenue à la Bibliothèque de Ville de Paris. Je vous l'ai dit, une des plus belles bibliothèques du monde, voire même la plus belle. Je voudrais également vous présenter tous mes vœux et tous ceux de l'ensemble de l'équipe de la Bibliothèque de l'Hôtel de Ville pour cette année 2023. Je nous la souhaite belle, heureuse, santé, bonheur et prospérité, dit l'adage. J'aime beaucoup, je trouve que ça nous souhaite plein de choses très agréables. Je nous la souhaite également démocratique, puisque je crois que c'est important. La conférence de ce soir avait initialement été programmée, alors pas sous cette forme-là, mais sur la thématique de la démocratie pour le mois de décembre 2021. Mais les contraintes sanitaires de l'époque nous avaient empêché de la tenir, donc nous l'avons reportée, puisque nous avons tenu à cette thématique de la démocratie. Et grâce à l'association Bibliocité qui nous permet d'organiser ce type de manifestation, nous avons pu la tenir ce soir. La démocratie, bon, vous avez tous en tête une définition de la démocratie. Alors, je ne vais pas vous la redonner, on a tous le petit Robert, je ne vous relirai pas non plus la présentation qui a été fort bien rédigée par mes collègues sur les différents médias, mais je voudrais vous rappeler un monsieur que vous avez tous quelque part au fin fond du cerveau, Démosthène, 4e siècle avant Jésus-Christ, athénien, l'un des plus grands orateurs de son époque. La preuve, on parle encore de lui. L'histoire raconte que c'était un très mauvais orateur, un filet de voix de rien du tout, bègue en plus, enfin bref, rien pour faire de lui un grand orateur. Et à force de travail et d'exercice, je ne vous raconte pas l'histoire des galets dans la bouche pour renforcer sa diction, ni les grandes tirades devant la mer pour justement couvrir le bruit des flots. Non, Démosthène, c'est pas simplement ça. C'est aussi celui qui a accordé beaucoup d'importance à la forme et qui sera le premier à vraiment formaliser le problème du ton. Le ton sur lequel on parle, la manière dont on se met en scène. On imagine toujours les Athéniens comme des gens extrêmement sérieux, statiques. Non, pas du tout. Imaginez-vous bien que les orateurs de la démocratie athénienne se mettaient sur l'estrade, s'invectivaient, braillaient, gesticulaient. Mais bon, une toche qui tombe, on est un peu tout nu devant tout le monde, mais c'est pas très grave, on est à Athènes, donc c'est pas un problème. Bref, Démosthène est celui qui va s'opposer à Philippe de Macédoine dans sa conquête d'Athènes. Alors Athènes, cette démocratie qui fonctionne sur une inégalité de nature, puisqu'elle est réservée aux seuls Athéniens. On est Athénien quand papa et maman sont Athéniens, sinon on n'est pas Athénien. Seulement les Athéniens ont le droit de vote. Mais surtout, c'est cet Athénien, Démosthène, qui va reprocher aux autres Athéniens leur immobilité face à Philippe de Macédoine. Et il va leur reprocher surtout cette espèce de manière d'ergoter. À Athènes, pour qu'une décision soit prise, il faut longuement plaider, se mettre d'accord, ergoter, voir si la loi, oui, voir si la loi, non. Et à force de grands discours, de grandes tirades, de grandes déclamations, obtenir ou pas l'assentiment des autres. Et si je place cette conférence sous le signe de Démosthène, alors vous êtes en train de me dire, mais peut-elle survivre à notre époque, mais elle nous raconte quoi, la dame? En fait, déjà à l'époque, on est sur le problème de la relation au public et de la relation à la masse que peut représenter le public dans la démocratie. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir, elle est au centre, en bleu, Madame Myriam Revaud-Dallon. Madame, c'est un plaisir et un honneur de vous avoir ce soir. Vous êtes philosophe, vous êtes essayiste, vous êtes également professeur émérite à l'École pratique des hautes études et vous êtes également chercheuse associée au Centre de recherche politique de sciences politiques. J'en oublie certainement parce que vous êtes une sommité dans ce domaine. À côté de vous, puisque nous avons un plateau très féminin ce soir, Madame Claire Secaille, vous êtes historienne des médias et vous êtes chargée de recherche au CNRS, au CERLIS, parce qu'en France on aime beaucoup les sigles, au Centre national de recherche sur les liens sociaux de l'Université de Paris, et vous êtes co-secrétaire de rédaction de la revue Le Temps des médias. Pour modérer cette rencontre et la rythmer, Monsieur Marc-Olivier Bérère, vous êtes journaliste aux pages, je dis toujours les pages débat, mais il m'en manque la moitié, du Monde. Voilà. Donc, je vous passe la technique est vraiment pas avec moi. Merci beaucoup.
Bonne soirée. Merci beaucoup à Madame la directrice. Merci à tous d'être là. Je vous remercie Madame Revaud-Dallon et Madame Secaille d'être avec nous. C'est en effet un plaisir de vous retrouver, même s'il s'agit de parler d'un sujet grave, puisque en effet, il semble aujourd'hui que la démocratie recule, ou c'est du moins l'impression que nous donnent certains indicateurs. Si après la chute du mur de Berlin en 89, le projet démocratique a semblé triompher, on a l'impression qu'aujourd'hui, on est entré dans un moment de recul, au point où certains chercheurs parlent de rétrogression ou de régression démocratique. Des indicateurs assez précis nous montrent que si en 2012, on atteint un sommet, c'est-à-dire avec un nombre inégalé de démocraties de par le monde, avec donc 42 pays qui vivent dans ce régime, aujourd'hui, nous sommes revenus au niveau de 1989, avec plus que 34 nations libres. La France, dans ce contexte international, reste bien entendu une démocratie, mais on constate aussi que l'abstention augmente. Elle a presque doublé depuis 2007. Le vote à l'extrême droite aussi, plus 13 points de pourcentage depuis 2002. À côté de ça, on constate aussi que l'espace public se polarise avec l'arrivée de nouvelles personnalités médiatiques, notamment, qui attisent les ressentiments et les tensions à l'intérieur de la République française. Pour y voir un peu plus clair dans ce climat trouble, je suis heureux de pouvoir compter sur deux esprits aussi brillants. Et j'aimerais me tourner d'abord vers vous, Madame Revaud-Dallon, pour vous demander... Vous dites dans l'un de vos ouvrages, dans celui-ci que vous avez écrit, que vous avez coécrit avec la philosophe Chantal Delsol, vous dites que la grandeur de la démocratie, c'est sa fragilité, mais que son inhérente inquiétude aujourd'hui a tourné à l'angoisse. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage là-dessus, sur ce climat d'angoisse qui se serait donc emparé de la démocratie? Alors, que la démocratie soit en permanence en proie à l'inquiétude, c'est quelque chose qui lui est, je dirais, consubstantiel. C'est-à-dire que là, on pouvait le comprendre très bien quand on opposait la démocratie, par exemple, au régime totalitaire. Dans la mesure où les régimes totalitaires, au fond, se proposaient d'organiser une société parfaitement transparente à elle-même, homogène et surtout sans conflit, la réalisation d'une sorte de société idéale, au moins au fond, dans la proclamation des intentions. Et face à cette homogénéisation, cette entreprise de totalisation, la démocratie c'est pas simplement un régime, c'est une forme de société qui est en proie à l'incertitude permanente parce que les enjeux, les conflits sont constamment renégociés. La discussion et le débat sont des éléments permanents autour de valeurs ou d'enjeux qui ne sont pas fixés une fois pour toutes, mais dont les significations sont polysémiques. Par exemple, quand on discute, on discute, en théorie, on discute constamment du type de société dans lequel on veut vivre, et avec des notions autour desquelles on débat, comme l'égalité, la sécurité, la paix, toutes sortes de notions, mais qui n'ont pas un contenu assigné une fois pour toutes, puisqu'elles sont précisément l'objet de discussion. Bon, et c'est la grandeur de la démocratie, précisément, que de permettre à ces débats de s'exprimer, je parle ici en théorie, de s'exprimer dans un espace public. Et il ne faut pas oublier que la démocratie moderne, elle a succédé à des sociétés, pour simplifier, les sociétés d'ancien régime,
où la loi, le pouvoir et le savoir étaient détenus sans, comment dire, au fond, sans discussion préalable par exemple, le monarque de droit divin. Bon, alors avec la Révolution, toutes ces certitudes se sont effondrées et nous sommes rentrés dans la modernité, et la démocratie moderne, elle a ce caractère absolument fondamental d'être, d'une certaine façon, habitée par l'incertitude. C'est ce que j'ai voulu dire en parlant de sa fragilité. Mais en même temps, cette incertitude, normalement, c'est ce qui doit faire sa grandeur, dans la mesure où l'expression de ces divergences dans le débat public et dans l'espace public, c'est ce qui doit faire vivre la démocratie. Or, il y a eu un certain nombre de facteurs. Vous avez évoqué la chute du mur de Berlin en 1989, et à un moment, je pense au livre de Fukuyama sur la fin de l'histoire, on a pensé que la démocratie allait se répandre sur toute la surface de la Terre et qu'elle allait devenir un régime universel. Or, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé, puisqu'on rappelle constamment que les démocraties sont en perte de vitesse par rapport au régime autoritaire. Mais à l'intérieur même des sociétés démocratiques, il y a de plus en plus, je dirais, d'insatisfaction et surtout de doute sur, au fond, le fait que la démocratie soit, même comme le disait Churchill, le moins mauvais de tous les régimes possibles. Tout le monde connaît la phrase de Churchill qui disait « La démocratie, c'est le pire des régimes, à l'exception de tous ceux qui ont été expérimentés dans l'histoire. » Donc on n'en est même plus là à accepter que la démocratie soit, faute de mieux, un régime préférable. Et là, je me réfère à, à deux enquêtes dont l'une a été menée par votre journal en 2016, où le résultat du sondage était que plus de 40% des citoyens estimaient qu'après tout, on pouvait faire l'économie d'un régime démocratique ou d'une société démocratique au profit d'une plus grande efficacité, de décisions qui seraient prises plus rapidement. Et l'enquête du Cevipof, les enquêtes du Cevipof, parce qu'elles sont de 2020 et de 2021, confirment cette tendance, qui n'est même plus une tendance, je dirais, à la déception ou au désenchantement, mais qui est une véritable tendance maintenant à la remise en question de la validité de la société démocratique. J'avais noté ici les expressions qu'on avait relevées chez les citoyens, c'est-à-dire qu'on ne considérait même plus que la démocratie était irremplaçable, on pensait qu'elle pouvait être remplacée par un gouvernement d'experts et surtout par un régime autoritaire où les contre-pouvoirs ne freineraient plus l'action de l'exécutif. C'est-à-dire que les critiques adressées à la démocratie libérale en l'occurrence, c'est que ça ne va pas assez vite, qu'elle est en proie à des atermoiements absolument infinis, et qu'après tout, un régime autoritaire, ce serait aussi bien, parce que les décisions seraient prises très rapidement, et ça nous soulagerait, au fond, de ces débats, non seulement des débats parlementaires interminables, mais ça nous soulagerait, nous, citoyens, d'avoir à nous prononcer sur un certain nombre de questions fondamentales. Bon, voilà. Donc, je pense que l'intitulé de la rencontre, qui est assez dramatique, la démocratie peut-elle survivre à notre époque, cet intitulé, il va au-delà de ce qu'on appelle depuis très longtemps la crise de la démocratie ou les crises de la démocratie. Après tout, moi, ça ne me gêne pas que les démocraties soient en crise. Je veux dire, au fond, elles sont en crise permanente et d'une certaine façon, on peut donner à la crise une acception positive qui est que c'est une occasion de réflexion et de renouvellement. Donc là, je pense que l'intitulé de la rencontre laisse entendre que nous n'en sommes plus là. Très bien. Mais écoutez, merci Madame Revaud-Dallon. Je me tourne maintenant vers vous, Madame Secaille, en tant qu'historienne des médias. Est-ce que vous
constater aussi une forme de montée d'angoisse démocratique, si ce n'est peut-être dans l'espace public? Alors, je ne sais pas si je peux répondre comme ça, aussi, de manière aussi macro, parce que moi, je suis un animal un peu empirique, donc je vais aller analyser des choses, des espaces de discours ou des comportements, des usages sociaux. Mais ce que je peux dire, c'est que oui, en effet, c'est presque une banalité de le dire, mais l'espace démocratique, il va évoluer, il va se transformer au rythme de l'évolution de l'espace médiatique, et inversement, l'espace démocratique peut agir et transformer cet espace médiatique. C'est une dialectique qui se joue et qui fait qu'on va avoir des perceptions d'un discours commun qui nous unit, d'une forme d'adhésion à des valeurs et qui nous rassemble. Et tout ça a évolué évidemment avec le temps. Où on en est aujourd'hui de ce rapport à cette adhésion? C'est là que je rejoins un petit peu l'anecdote qui était donnée en ouverture. C'est qu'en effet, ma façon d'appréhender la question démocratique qui essaie à éloigner au quotidien de ce que je fais quand je travaille, j'analyse mes objets, mais finalement on y revient en effet tout le temps, c'est que c'est pas simplement la démocratie, c'est pas simplement un régime, des lois ou des modes de gouvernement, c'est aussi du lien social, c'est un rapport à l'autre, et ça passe aussi beaucoup, vous le disiez au début, par des discours, un ensemble de discours, notamment médiatiques, et il se trouve que dans nos sociétés contemporaines, les médias ont pris de plus en plus d'ampleur, les médias, les formes de récits, images, sons, etc. Et aujourd'hui, on est encore sur des façons très médiées de notre rapport au monde. Évidemment, il y a un monde social réel, notre quotidien, nos relations avec nos proches, au travail, etc. Mais notre vision du monde, notre rapport au monde, à l'espace public, à des choses parfois plus conceptuelles, passe beaucoup par des formes médiées, des écrans de télévision, des écrans de téléphone portable, des journaux, etc. etc. Et, je crois qu'on en est encore à des chiffres assez importants, hein. Il y avait le baromètre sur la confiance dans les médias il y a 2 jours dans la Croix, et quelques études autres qui montraient qu'on est encore à plus de 3h30, j'ai oublié le titre, mais voilà, d'exposition à la télévision par jour. Donc c'est dire si nos représentations du monde qu'on se fait passent par ces écrans, et donc la question de savoir c'est quelles sont les conditions de possibilité dans lesquelles on peut comprendre le monde, échanger et se représenter, soi et les autres, un nous, à travers ces écrans, ces médias. Et donc là, c'est vrai que les choses ont quand même beaucoup changé depuis. Moi, je suis contemporaniste, j'ai travaillé sur la télévision depuis les années 50-60. C'est pas la même chose de percevoir notre rapport aux autres, nos institutions, quand il y a un journal télévisé qui rassemble 10, 15, 17 millions de téléspectateurs, et maintenant on a des canaux, une fragmentation d'offres de contenu, etc. Et on a l'impression qu'on n'a plus un espace public, mais un espace de sous-public, des sortes de silos de communautés dans lesquels on s'informe, où on a l'impression qu'on partage des valeurs avec parfois dans des petits cercles, et on ne sait plus au fond ce qui nous rassemble, ce qu'on a en commun. Donc ça explique peut-être en partie ce sentiment d'angoisse, de dépossession ou de quelque chose, des émotions au fond très négatives de notre perception du monde, et le fait qu'il n'y a pas de substitut à ça, le fait qu'on a perdu un petit peu le récit commun, le repère, et qu'on est plutôt traversé par un sentiment de chaos ou d'impuissance. C'est ce qui ressort de nos enquêtes quand on travaille avec des panels, dans des focus group, avec des entretiens, etc. Quand on fait de la réception, on voit bien qu'il y a des catégories de population, pas forcément tous. Tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité en termes d'outils et de moyens pour se confronter à ces sentiments-là qu'on peut avoir. Ils ne sont pas forcément tous partagés non plus, mais ils ne sont pas vécus, quand ils le sont, avec la même intensité, avec la même... voilà. Donc tout ça dépend, il y a des ancrages sociaux très fortement de nos consommations des médias, de nos usages,
et qui font que les perceptions ne sont pas les mêmes. Et on voit toujours dans nos enquêtes ressortir cette idée que, en fait, les catégories populaires et les jeunes, notamment, sont les plus désemparés pour surmonter ce sentiment de dépossession, avec l'idée, et c'est pour ça que je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites quand vous présentez la démocratie comme un espace de confrontation, au sens où il ne faudrait pas donner l'impression que la démocratie serait un espace où il faudrait avoir des compétences oratoires, on le disait au début, pour... Non, c'est pas ce que vous dites, mais c'est le risque d'interpréter dans ce sens-là pour échanger, parce que la démocratie, c'est bel et bien l'inclusion. C'est toute la noblesse de ce terme. C'est l'espace le plus inclusif possible, l'espace de l'inclusion qui fait qu'on doit intégrer le plus grand nombre et donc bien faire en sorte que les populations qui se sentent justement, qui n'ont pas les moyens, qui ne se sentent pas outillées pour débattre et qui regardent les choses d'assez loin, et ils le disent dans nos entretiens, dans nos focus group, et c'est d'ailleurs des catégories de population qu'on a du mal à faire venir dans nos enquêtes. On a du mal à les recruter, on a du mal à les garder quand on fait un panel sur plusieurs semaines, dans le cadre de la campagne électorale par exemple. C'est très compliqué parce que... Alors si vous permettez... Oui, je vais... Voilà, donc voilà, ça introduit la discussion, je la resitue plutôt à partir de l'analyse des discours, de ces récits médiatiques qui sont à approcher avec beaucoup d'analyse circonstanciée dans leurs ancrages sociaux et de la façon dont les publics se les approprient. Je vous remercie. Donc, l'un des aspects sur lequel vous insistez, Madame Revaud-Dallon, c'est la nécessité du réflexe critique pour permettre de maintenir une démocratie vivante et active. Et donc, dans cet espace public éclaté à cause d'une profusion de médias et aussi le repli de chacun sur sa communauté médiatique, est-ce que vous y voyez justement un élément qui affaiblit ce réflexe critique pourtant nécessaire? Alors d'abord, je voudrais, en vous répondant, répondre à Madame Secaille. Il n'a jamais été question pour moi de dire qu'un espace de confrontation, c'était un espace où les gens qui étaient compétents avaient le dessus sur ceux qui ne l'étaient pas. Je me réfère toujours, je suis philosophe, et je me réfère toujours avec beaucoup de plaisir à ce grand échange dans le Protagoras de Platon, l'échange entre Socrate et Protagoras. Alors évidemment, Socrate, qui n'aime pas la démocratie, Platon s'exprime à travers dit à son interlocuteur, comment est-il pensable que tous ces gens qui se réunissent sur l'agora pour discuter des affaires publiques n'aient pas de compétences. Et Protagoras dit, par exemple, quand on construit une maison, n'importe qui ne construit pas une maison, c'est l'architecte, c'est le maçon, quand on construit un navire, quand on pilote un navire, donc il y a des compétences. Et Protagoras lui répond que le citoyen n'est pas un expert, et que les citoyens ne sont pas des experts, et que précisément la délibération publique ne suppose pas que certains savent plus que d'autres, que ceux qui savent valent plus que d'autres. Alors bien entendu, on pourrait objecter à cela que nous ne sommes pas tous égaux devant la disposition des connaissances. Mais précisément, c'était peut-être, je ne veux pas du tout idéaliser la cité grecque, mais c'était peut-être l'un des caractères les plus forts de la cité démocratique que de pratiquer une espèce d'apprentissage de la citoyenneté par l'exercice du débat public.
Et certains grands historiens de la Grèce antique ont très bien montré que les citoyens athéniens n'étaient pas particulièrement éclairés. C'était des paysans qui venaient de tous les coins de l'Attique pour prendre des décisions sur la place publique, mais que c'était d'une certaine façon la cité qui était éducatrice. Bon, alors évidemment, nous ne sommes plus du tout dans les conditions de la cité grecque. Nous sommes dans des démocraties nous sommes dans des démocraties de masse. Il n'empêche que la constitution d'un espace public où peuvent se confronter un certain nombre de positions est un élément absolument fondamental. Et moi, je tiens beaucoup à cette idée que le conflit, pas la guerre, mais le conflit, c'est l'essence même de la démocratie. Vous avez parlé d'inclusion, oui, mais pas à n'importe quel prix. L'inclusion, ou ce qu'on appelle le consensus, ne se fait qu'à travers l'exercice du dissensus. S'il n'y a que de l'inclusion et que du consensus, on est dans des régimes de type totalitaire. Donc, jamais en démocratie, on passe des compromis. Et ces compromis ne sont jamais le signe d'une transparence ou d'un accord total. Alors, j'en viens à la question de l'esprit critique est une question effectivement absolument fondamentale. Et c'est une exigence qui a été formulée par la philosophie des Lumières, en particulier par Kant, c'est-à-dire une exigence d'autonomie qui consiste à penser par soi-même. Penser par soi-même, ça ne veut pas dire penser tout seul, ça veut dire penser par soi-même, mais avec d'autres. On ne pense pas tout seul, on pense avec d'autres. Et toute la question, puisque vous avez parlé des médias, c'est de savoir si nous avons maintenant si nous sommes encore dans les conditions où peut se déployer un débat public et où peut s'exercer la critique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire un échange d'opinions qui, par exemple, n'est pas fondé sur l'examen des faits réels? Et je pense à la phrase d'Hannah Arendt qui dit la confrontation ou la confrontation des opinions, c'est une farce si ces opinions ne sont pas basées sur des faits réels. Or, ce à quoi on assiste maintenant, à travers les réseaux sociaux, c'est une espèce de multiplication de formules. Vous avez parlé de fractionnement, une multiplication d'échanges où d'abord on ne parle plus qu'à ceux qui sont d'accord avec vous, on ne parle plus qu'à ceux qui vous ressemblent, parce que on sait que par le biais des algorithmes, ce qu'on reçoit comme information, c'est des informations non pas qui seraient au fond susceptibles de nous faire revenir sur nos opinions spontanées, mais qui confortent au contraire nos préjugés et nos convictions spontanées. Donc c'est exactement le contraire de l'esprit critique, puisque l'esprit critique, ça consiste aussi à remettre en question ses propres présupposés. Ça ne porte pas simplement sur la réalité extérieure. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une espèce de multiplication de formulations du genre « c'est mon opinion, c'est ma vérité, je dis ce que je veux, je pense ce que je veux, etc. » Ce qui est exactement le contraire de l'esprit critique. Et j'insiste beaucoup sur le fait que cette grande maxime, qui est la maxime des Lumières, penser par soi-même, qui est la maxime qu'on appelle la maxime de l'autonomie. Ça ne veut pas dire penser tout seul dans son petit coin, ça veut dire penser par soi-même en échangeant avec d'autres. Et on arrive à penser par soi-même uniquement quand on a confronté ses positions avec celles des autres. Or, je ne crois pas que ce qui se passe aujourd'hui, pas dans tous les médias, mais ce qui se passe aujourd'hui à travers la multiplication des réseaux sociaux soit quelque chose qui développe l'esprit critique. Alors, je vous remercie. Donc, justement, sur cette question de l'opinion qui vous a particulièrement intéressé, Madame Secaille, puisque Madame Secaille a produit donc
2 prodigieux articles sur le personnage médiatique qu'est Cyril Hanouna. Il a donc regardé plus de 330 heures des programmes de Cyril Hanouna. Il faut voir donc la vocation du chercheur et donc ce que ça demande et l'exigence que ça fait peser. Et donc vous analysez donc dans ces articles justement l'un des registres discursifs ou de mise en récit employés par Cyril Hanouna, qui est celui de l'opinion, et qui arrive donc à une forme de dégradation de la discussion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Oui. Oui. Alors, bon, c'est vrai que mon travail au départ portait sur la présidentielle et les discours médiatiques autour de la campagne électorale présidentielle, la dernière qu'on vient d'avoir, dans le sillage de nos travaux avec mes collègues, puisque c'est un travail collectif. Pour comparer la façon dont les citoyens s'informent pendant ce temps démocratique toujours intense. Et voilà, donc là, on avait choisi avec mes collègues de prendre des terrains, des contenus médiatiques un peu diversifiés pour pouvoir mieux comprendre un petit peu les modes de compréhension, les registres, les formats, voilà. Donc j'avais choisi cet objet en n'ayant pas du tout pris connaissance de ce qu'il en était réellement, mais simplement en actant quelque chose qui me semblait assez, pas interrogeable à l'époque où j'avais choisi de travailler là-dessus, c'est-à-dire qu'on avait fait de Cyril Hanouna un animateur du débat politique contemporain. Ça voulait dire quelque chose de notre système médiatico-politique aujourd'hui, en 2022. Qu'est-ce que ça voulait dire précisément? C'est ça que je voulais voir. Donc je voyais bien qu'il y avait un espace démocratique depuis les Gilets jaunes, où il avait beaucoup dit qu'il avait invité des gens qu'on ne voyait pas ailleurs, qui ne s'exprimaient pas ailleurs, et que c'était important, etc. Donc je reviens sur la démocratie comme espace de l'inclusion. Mais en même temps, il dévoyait des principes importants dans la démocratie. Vous l'avez dit sur la question d'adosser des opinions sur des faits, parce que sinon on ne peut pas se faire d'opinion. Elles sont biaisées, elles nous montrent des réalités qui n'existent pas, ou elles peuvent être instrumentalisées. Et c'est là que Cyril Hanouna est intéressant, mine de rien, à observer. Il est d'une façon, en tant que téléspectatrice et citoyenne, difficile à regarder, mais il est passionnant comme objet de recherche parce qu'il nous permet de comprendre en fait les mécanismes de dévoiement. Alors j'ai beaucoup travaillé sur la dimension du pluralisme, qui est un principe important. On a des autorités de régulation qui doivent protéger, encore plus en période électorale, mais ce pluralisme politique, c'est là-dessus que j'ai cherché à comprendre ce qui se passait, et en montrant le poids que l'extrême droite avait dans son émission, la façon dont il décloisonnait des discours confinés, qui avaient des communautés très restreintes, affinitaires d'extrême droite, qui avaient du coup un plateau pour pouvoir capter d'autres publics non politisés, moins politisés, justement ceux que je vous dis qui n'ont pas cette capacité critique, parce que ça je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais il faut entendre les gens dans nos enquêtes, dans les enquêtes de mes collègues qui travaillent aussi sur les publics populaires, des catégories populaires qui moins diplômées, c'est qu'elles ne se sentent pas outillées pour faire preuve d'un esprit critique, et qu'elles ont besoin, très souvent, de relais. C'est le two-step flow. On a besoin d'un leader d'opinion, quelqu'un qui va nous traduire ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on n'arrive pas à mettre en sens, des événements, etc. Ça passe aujourd'hui beaucoup par les réseaux sociaux, par les chaînes d'information continue, etc. Et on voit bien que cette capacité critique, elle repose beaucoup sur des journalistes ou des gens qui ont comme ça un poids médiatique. Et Cyril Hanouna a conquis ça, et on lui a donné, là il y a une responsabilité collective, on lui a donné aussi ce statut, en l'identifiant comme un interlocuteur crédible du débat politique, au point de lui
envisager, animer le débat d'entre-deux tours. Donc voilà, ces principes-là, donc Cyril Hanouna, son problème fondamental, c'est qu'il va proposer il y en a plusieurs, mais notamment des agendas et des cadrages, des formulations de questions qui ne vont pas permettre aux gens d'exercer cet esprit critique. Ils vont, quand il invite des publics, des profils, des invités, parfois on ne sait pas d'où on parle. Et la vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Il va, par exemple, en traitant un fait divers, c'est très important les faits divers pour entrer dans l'information, pour acculturer les gens à la chose de la cité. Parce que derrière, il n'y a pas toujours une histoire sordide, il y a aussi des thématiques de société par lesquelles on peut entrer plus facilement quand on n'a pas forcément des diplômes pour voir les choses d'une manière un petit peu plus surplombante, avec des études, avec ceci, avec cela. Et donc, le problème, c'est qu'avec lui, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain, parce qu'il va inviter la victime tel jour, le lendemain, c'est le coupable, etc. Donc, on ne sait pas, je ne sais pas cognitivement ce qui se passe dans le cerveau, mais ce que je sais, c'est que démocratiquement, on ne peut plus se faire une opinion sur rien avec lui, parce que les choses sont changeantes tout le temps. Donc, voilà, on ne voit pas les faits tels qu'ils devraient être présentés selon des critères journalistiques, parce que c'est pas une émission d'information, mais il fait de l'information et il joue sur les codes de l'information. Et pour se crédibiliser, il prétend faire de l'information. Et quand il dit des bêtises, il dit « mais attendez, je suis une émission de divertissement ». Donc il joue en permanence sur... il sème la confusion dans les esprits tout le temps. Donc je prends ce cas-là, mais voilà, parce qu'il il syncrétise, il va cristalliser tellement de problèmes. Et l'autre chose, démocratiquement, parce que ça nous intéresse, c'est cette réduction... donc réduire la confrontation à des positions binaires, ce qui n'est pas la démocratie non plus. Voilà. Et la démocratie, elle se joue sur des sensibilités infinies d'opinion. Et lui, tout le temps, son plateau, c'est le principe, c'est un dispositif médiatique qui fonctionne très bien télégéniquement, mais qui, démocratiquement, vrille complètement les choses. Il réduit, et quand il arrive, avec ses chroniqueurs, avec l'ensemble d'un plateau, à aller dans des petites nuances, qui ne vont pas très loin, mais quand même, je lui reconnais cette capacité à avoir... Des éclairages sur certaines questions. Je ne prends pas les sujets les plus polémiques parce que, moi, j'en ai vu 300 heures, donc il y a quand même, je peux vous dire qu'il y a quand même des choses sur lesquelles, c'est bien de faire un plateau sur le harcèlement scolaire, c'est bien de faire un plateau sur les violences dans les EHPAD, voilà. Il le traite bien, sur un mode qui lui appartient, mais c'est important qu'il mette ça à l'agenda, voilà. Mais parfois, ça se passe pas bien. Encore une fois, on ne sait pas d'où les gens parlent. Et souvent, on les réduit à des positions, des clashs, la culture du clash, etc. Donc ça, voilà, ça c'est un vrai problème. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas donner l'impression que la démocratie, parce que c'est aussi un mode, puisque son émission est très malléable aux réseaux sociaux, c'est ce qu'on observe aussi sur les réseaux sociaux. Alors moi, je ne travaille pas sur le numérique, mais mes collègues qui sont sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., et qui mettent à jour comme ça ces modes de barbarisation des échanges, vont dans le même sens. C'est-à-dire que voilà, on est sur des modalités d'échange, on en revient aux conditions de possibilité du débat qui sont dévoyées, et c'est ça qui est dangereux. Pardon. Je vous en prie. Alors, Madame Revaud-Dallon, je vous voyais prendre des notes pendant que Madame Secaille s'exprimait. Je crois que vous aviez quelque chose à dire. Je serais heureux de vous entendre. Oui, simplement, je voulais dire qu'au fond, je ne suis pas du tout... j'avoue ma grande honte ne pas vraiment regarder Cyril Hanouna. J'ai du mal. Enfin bon, j'ai déjà fait l'effort d'aller sur CNews. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Mais bon... Mais ce que je vois, c'est qu'effectivement, ce que propose ce genre d'infotainment, c'est des solutions simples. Bon. Et quand vous disiez, voilà, c'est blanc ou noir, tout ça, c'est binaire. Donc, mais il y a en même temps, dans cette espèce de manière d'évacuer
je ne parle pas du choix des sujets, ça c'est absolument fondamental. Parler du harcèlement scolaire, de la maltraitance dans les EHPAD, évidemment, c'est des sujets de société fondamentaux, mais c'est des sujets aussi très compliqués à aborder. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que, au fond, c'est aussi une manière de prendre, au fond, de prendre les gens pour les imbéciles que de supposer qu'ils sont absolument incapables d'accéder à quelque chose d'un petit peu compliqué. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la cité grecque qui était d'une certaine façon éducatrice, hein, c'est-à-dire que, au fond, la démocratie, comment dire, dans un espace public démocratique, on doit aussi permettre aux gens de déployer autre chose que l'adhésion à des positions qui sont des positions binaires. C'est-à-dire, en fait, on fait du simple. Et quand on dit, quand Hanouna a pour principe de faire du simple, c'est aussi une manière, c'est le plus grand mépris que l'on puisse avoir à l'égard des citoyens. Et ça n'a rien à voir avec les diplômes, avec les compétences, avec... voilà, moi, j'en reviens toujours à cette idée fondamentale au fond, j'aime beaucoup la formule de Protagoras, le citoyen, il faut absolument tenir très ferme sur l'idée que c'est n'importe qui. Bon, mais n'importe qui ne dit pas n'importe quoi. Et on doit pouvoir arriver au résultat que précisément il soit possible pour n'importe qui de ne pas dire n'importe quoi. Donc c'est ça, c'est le travail voilà, c'est les conditions comment dire, qui doivent être requises pour l'espace public. Et alors évidemment, bon, là, on rentrerait dans les questions. On n'a plus les médiations qui permettent. Bon, l'éducation populaire, indépendamment des réseaux sociaux, c'est-à-dire l'effondrement des partis politiques, la faiblesse des syndicats, c'est-à-dire la faiblesse de toutes les institutions. Hein, c'est ça qui est important, c'est les institutions démocratiques, l'école, enfin bon, qui, d'une certaine façon, sont en très grande difficulté par rapport à l'organisation de cet espace public. Voilà. Madame Secag, oui, ça rejoint. Enfin, la télévision, c'est un média populaire par excellence, mais c'est vrai, c'est pas dans le sens où Hanouna utilise cet argument aujourd'hui pour. Il l'utilise vraiment pour construire sa réputation, pour se justifier, etc. Il en fait un argument de son discours pour se présenter à soi, pour écrire un peu une fiction de lui. Comme s'il était propriétaire du populaire, mais avec une vision, une définition de ce populaire qui est beaucoup plus proche du populisme que du populaire. Parce que la télévision, Hervé Bourges disait au début des années 80, la télévision populaire de qualité, et pas besoin de remonter jusqu'aux années 50-60, mais cette télévision qui avait pour ambition de s'adresser à tous, oui, de créer du lien, moi, j'avais travaillé sur les faits divers dans les années 50, 60, partir dans les petits villages, mettre les gens autour d'un poste de télévision, échanger avec eux, débattre, etc. Tout ça, c'était des lieux, c'était devenu un lieu d'éducation populaire. Et la télévision s'est construite autour de cette... Ça reste un média populaire, il y a encore des... Voilà. Mais de là à penser qu'on a une sorte de propriété de ce qui se joue aujourd'hui et en termes de public par rapport à l'idée qu'on se fait du débat, et que du coup les jeunes, s'il y a quelques jeunes qui le regardent lui, il va se dire le représentant des jeunes et se faire la voix des jeunes et se présenter comme ça, alors que d'abord c'est pas vrai. Les chiffres, les audiences montrent que les structurations d'audience démographiquement sont aussi, il y a beaucoup de jeunes qui regardent Quotidien, voilà. Donc faut pas le laisser, notre esprit critique justement doit être toujours en éveil pour ne pas laisser ce genre de discours comme ça nous rentrer dans le cerveau. Il dit beaucoup il y a un énorme contraste entre ce qu'il dit
lui et la façon dont il se présente, et ce que beaucoup autour de lui, malheureusement, parce qu'il a construit un réseau d'influence, etc. Il a aussi des méthodes qui font peur. Les gens se taisent aussi autour de lui. Bah, voilà, je sais que les journalistes qui travaillent sur ces émissions ont parfois du mal à obtenir des témoignages ou des gens qui l'ont côtoyé, etc. Donc, bon, on ne va pas passer notre soirée sur Cyril Hanouna, mais voilà, il faut qu'il nous aide à réfléchir sur nos faiblesses démocratiques. Et là, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant lui et ce qu'il fait, parce qu'en fait, là, plus il s'agite, plus finalement il nous aide à mieux nous réarmer face au risque ce populisme et cette parole d'extrême droite dont il assure la promotion quelque part sur ses antennes. C'est de voir le problème, c'est de voir que les institutions dans lesquelles dont on pourrait attendre des capacités à contrôler ou à réguler ce discours, donc là, en l'occurrence, l'ARCOM comme autorité de régulation, n'est pas... alors, c'est pas une question de temporalité comme elle se défend, parce qu'en effet, il y a des procédures. Donc là, un juge administratif est saisi de plusieurs dossiers sur le cas CNews, C8, etc. Donc on va voir ce que ça va devenir. Mais c'est surtout la doctrine d'intervention qui n'est pas la bonne, et le fait qu'on crée des créatures comme ça. On pourrait parler d'Elon Musk aussi, c'est à peu près le même profil, mais qui ont des sentiments d'impunité, d'avoir une espèce d'influence, de ne pas avoir de contre-pouvoir en face, et quand ils en ont, ils ont l'impression, voilà, ils jouent de leur réseau, ils mènent des attaques très, très fortes, et derrière, voilà, on voit ça se transforme sur les médias publics qui sont attaqués, donc ça revient régulièrement, tout ça pour le gâteau publicitaire évidemment, on ne se doute pas bien, mais n'empêche qu'on instille l'idée que le pouvoir est entre les mains et qu'il n'y a pas de contre-pouvoir derrière, et qu'une autorité de régulation devrait faire son travail. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est ça, l'angoisse démocratique, moi, elle viendrait du fait qu'on perde confiance dans ce que les institutions peuvent encore réguler, les espaces où elles peuvent agir, contrôler, exercer leur mission, pour que notre débat public puisse s'exercer voilà. Mais on a en face des voraces, des gens qui utilisent des autorisations d'émettre, donc fournies gratuitement par la puissance publique, mais pour mettre des antennes et des canaux à leur profit pour diffuser des idées. Tout ça, c'est très bien que chacun ait des opinions différentes, et ça ne serait pas un problème si elles ne respectaient pas à la base, puisque c'est l'échange, elles sont tenues par des conventions, si elles ne respectaient pas les principes de base qui fait qu'on leur a attribué des autorisations d'émettre, et tous les textes de convention, maîtrise d'antenne, non-discours de haine, etc. Voilà. Et ça, en permanence, de manière répétée, on voit... donc, vous, citoyens, si vous voulez faire votre esprit... exercer votre esprit critique, tous les jours, vous avez l'espace en ligne sur le site de l'ARCOM pour faire des signalements quand vous entendez des choses. Et c'est comme ça que l'ARCOM, les autorités, prennent conscience qu'il y a des effets d'opinion derrière, et que ce n'est pas que des individus isolés qui sont impuissants, qui pensent que voilà, ça, on ne peut rien faire. Non, j'ai travaillé sur les... Alors, si vous permettez, Pardon. Excusez-moi, c'est passionnant ce que vous nous dites, et en effet, il y a le problème donc, des institutions qui doivent veiller à faire prévaloir le pluralisme à l'antenne, et c'est un des problèmes que vous soulignez dans les travaux que vous avez publiés à partir du cas Hanouna. On va bientôt devoir terminer, mais Madame Revaud-Dallon, je voulais qu'on revienne brièvement sur la question des institutions. Dans vos travaux, vous rappelez que la démocratie, ce n'est pas simplement le vote des institutions, ce à quoi on se réfère le plus facilement et le plus communément dès lors qu'on parle de la démocratie. La démocratie, c'est aussi
un mode de vie, des mœurs, des affects. Néanmoins, la question des institutions se pose en l'occurrence, c'est de savoir, tiennent-elles le choc de cette crise actuelle? Vous nous disiez plutôt la crise, après tout, c'est pas une si mauvaise chose, c'est un mode d'existence, mais néanmoins, est-ce que ce que Madame Secaille démontre à travers montre dans ses travaux, c'est que les institutions, en l'occurrence l'ARCOM, a un temps de retard sur ce qui est en train de se produire devant nous. Alors, je pense que je suis très dans l'intitulé de la rencontre, il y avait quelque chose qui était signalé, qui était rappelé, à quoi je suis extrêmement attachée, que j'ai toujours, effectivement, dans mon travail, toujours repris, à savoir que la démocratie, c'est pas simplement la démocratie politique au sens strict du terme, c'est-à-dire que c'est pas simplement un mode de partage du pouvoir. Hein. Quand on dit la démocratie parlementaire, la démocratie représentative, bon, on réduit très souvent la démocratie à un mode de gouvernement. Et d'ailleurs, dans l'esprit des gens, en général, la démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est effectivement des institutions, c'est des procédures. Alors, c'est très important, effectivement. Il y a des choses absolument fondamentales dans une démocratie, qui sont la séparation des pouvoirs, qui sont le caractère absolument inséparable de la démocratie et de l'état de droit. Il ne peut pas y avoir de démocratie s'il n'y a pas d'état de droit. C'est pour ça que cette expression de démocratie illibérale est une absurdité. Hein. C'est-à-dire que c'est une absurdité parce que ces régimes illibéraux, ils n'ont de démocratique que le nom, parce que la démocratie, dans les institutions démocratiques, il y a bien autre chose que le vote. Il y a bien entendu, il y a l'élection, mais il n'y a pas seulement l'élection, il y a la capacité, entre les élections, pour les citoyens, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir protester. Il y a toute l'importance des institutions qui sont des médiations. Hein, et en particulier, on connaît l'importance du pouvoir judiciaire face à l'exécutif. Hein, comme Montesquieu disait, le pouvoir arrête le pouvoir. Il voulait dire que pour résister à un pouvoir absolu ou à un pouvoir autocratique, il fallait des institutions. Bon, ça, c'est une chose fondamentale. Mais il y a encore autre chose, qui est que la démocratie, et là j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'incertitude, c'est une forme de société. C'est Tocqueville qui, dans la démocratie en Amérique, a défini la démocratie comme une forme de société. Il a dit que la démocratie, c'est pas simplement des procédures, c'est pas simplement des modes d'organisation du pouvoir, c'est une manière de vivre ensemble. Une manière de vivre ensemble qui engage une subjectivité collective, un rapport à soi, un rapport aux autres. C'est quand on a maintenant l'expression de vivre ensemble, elle est galvaudée à un point pas possible, à tel point qu'on n'ose même plus l'utiliser, mais la première qui a défini la politique comme un vivre ensemble ou comme un agir ensemble, c'est Hannah Arendt. Et au moment où elle a énoncé cette proposition, personne n'avait jamais considéré que la politique, c'était l'agir ensemble, c'est-à-dire une conception horizontale du pouvoir et pas simplement le rapport commandement-obéissance. Mais dans cette conception horizontale du pouvoir, ça veut dire être avec. Comment est-ce qu'on est Pardon. Comment est-ce qu'on vit avec les autres? Il y a des sentiments politiques. Il n'y a pas que la rationalité. Et justement, l'une des grandes perversités de ce type d'émission, c'est de s'adresser uniquement aux émotions à l'état brut, comme si on pouvait précisément déconnecter ces émotions de la raison. C'est-à-dire comme si, par exemple, j'ai entendu beaucoup de commentaires très étranges au moment des Gilets jaunes, comme si les Gilets jaunes, quoi qu'on pense de leur action, étaient uniquement en proie à la brutalité des émotions et comme s'ils étaient absolument incapables de réfléchir. Bon, quelle que soit la position qu'on a sur ce sujet, il y a quelque chose qui s'est installé
dans la conscience, je dirais, courante, ou dans la représentation courante, c'est que d'un côté, on a les sentiments, les affects, les émotions, et de l'autre côté, on a la raison, on a la rationalité. Ce qui reconduit la position de Platon dans la République, qui n'aimait pas du tout la démocratie, et qui comparait le peuple à un gros animal. Le peuple, c'est un gros animal, il faut le caresser dans le sens du poil, il faut le flatter, il ne faut pas le prendre à rebrousse-poil, mais le peuple, le démos, il est absolument incapable de rationalité et de réflexion. Et je pense que pour comprendre ce qu'est une société démocratique, et pour comprendre précisément cette importance des affects et de la capacité à vivre ensemble, il faut arriver à travailler à la fois sur la raison et sur la sensibilité. C'est-à-dire, alors d'un côté, on se trouve, la difficulté, c'est qu'on a d'un côté, c'est la perception d'ailleurs générale, c'est que d'un côté, ceux qui sont au pouvoir sont des technocrates insensibles, donc effectivement, la veine populiste, elle a beau jeu de s'appuyer sur cette représentation d'une technocratie absolument comment dire, qui ne fait que réfléchir, qui ne sent absolument rien. Et puis d'un autre côté, dans cette représentation binaire, on a le peuple qu'il faut flatter, et le populisme de M. Hanouna, d'une certaine façon, il reprend un peu quelque part par le biais cette espèce de dichotomie. C'est-à-dire quand je disais que, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est l'espèce de mépris que l'on a pour des gens dont on considère qu'ils ne peuvent être sensibles qu'à l'immédiateté et à la brutalité des émotions. Et on voit très bien quand on, effectivement, quand on regarde un petit peu ce type d'émission. Donc voilà, donc je pense que le problème, pour en revenir à la question des institutions, quand on parle des institutions démocratiques, ce n'est pas simplement des modes comment dire, d'exercice du pouvoir. Ce n'est pas simplement... par exemple, le fait qu'il y a un Parlement, ce n'est pas simplement le fait qu'il y a des élections, c'est très important. Mais ça engage aussi autre chose. Et quand on parle aujourd'hui d'une espèce de défaillance des institutions, c'est aussi une défaillance, au fond, de la capacité à faire vivre ensemble des gens qui sont extrêmement différents. Ce qui est une entreprise très, très difficile. Mais la politique, ce n'est pas simplement une affaire de calcul rationnel, c'est aussi une affaire de sensibilité. Les hommes ne sont pas simplement... Et très souvent, au fond, on fait comme si... par exemple, j'ai été très frappée par le fait que les résultats des sondages que j'ai évoqués tout à l'heure, le sondage du Monde ou le sondage du Cevipof, c'est-à-dire quand les gens disent « oh là là, la démocratie, ça prend du temps, c'est trop long », ça veut dire qu'ils ne sont pas contents parce que, comment dire, il faudrait prendre des décisions beaucoup plus rapidement. En fait, ils ont intégré l'idée que la démocratie, c'est une question d'efficacité, et uniquement une question d'efficacité, alors que non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire discuter sur la forme de société dans laquelle on veut vivre, avec un certain nombre de valeurs fondamentales, quelle idée on se fait de la justice, quelle idée on se fait de l'égalité, quelle idée on se fait de l'identité, ça c'est des questions absolument fondamentales, de l'étranger, etc. Mais c'est pas la même chose que de discuter de la rentabilité d'une entreprise. La politique, c'est pas une entreprise. Voilà. Et dans la mesure où la politique, c'est pas une entreprise, elle engage aussi autre chose que des questions de rentabilité, d'efficacité et de rapport entre les moyens et les fins et les résultats. Eh bien, bon, alors ça, c'est un élément de l'incertitude aussi. Et on va bientôt terminer. Et comme toute dernière question, je voudrais prendre l'intitulé de cette rencontre à rebours et et vous demander, donc d'abord à vous, Madame Revaud-Dallon, et puis on laissera le dernier mot à Madame Secaille. Je voudrais vous demander pourquoi est-ce que vous croyez que la démocratie va survivre à notre époque? Est-ce que je crois qu'elle va survivre? Non, pourquoi est-ce qu'elle va survivre? Pourquoi est-ce qu'elle va survivre? Parce que... enfin, je ne suis pas... Non, pas sûr.
suis un petit peu inquiète quand même. Hein. Bon, je suis un petit peu inquiète parce que j'ai été frappée par l'intitulé un peu dramatique de la question, parce que ça fait quand même des années que je travaille sur la crise de la démocratie, et que précisément, ce qui m'inquiète, c'est que une certaine forme de, au fond, d'attachement à la démocratie, même si on considère que c'est le moins mauvais de tous les régimes, là, il y a quelque chose qui est en train de s'effriter. C'est-à-dire l'idée que, au fond, pourquoi ne pas... c'est comme si aussi on avait oublié, d'une certaine façon, comme si on n'avait pas de mémoire historique, comme si on avait oublié ce qu'ont été les effets des dictatures ou les effets des régimes autoritaires ou les effets des régimes... Alors là, ce qui est très... Là où on peut avoir des raisons d'optimisme, c'est que c'est au nom de la démocratie que les opprimés se battent dans d'autres régions du globe. Et je pense aux femmes iraniennes, notamment. Et que c'est, pas seulement, mais les printemps arabes, ça a été ça aussi. Donc même s'il y a des échecs, je pense que la démocratie, au fond, elle est une valeur absolument fondamentale pour les gens qui en sont privés. Bon, ça, c'est une raison d'espérer. Bien, merci. Et quant à vous? Je dirais que ce qui est réconfortant, alors certes, on le voit dans des moments tragiques et pas heureux, donc, mais ces réflexes, quand on a l'impression que c'est tout un chacun pour soi, etc., c'est de voir qu'il est... Les citoyens, les individus sortent d'une masse, sortent de leur profil de consommateur et redeviennent font corps, font nombre, font cause commune, entre guillemets, quand il y a des tragédies, des drames, c'est ce qu'on voit quand on a vu les attentats, l'expression des jeunes qui se sentent... qui ont besoin de reconstruire un récit collectif, ce qui manque aujourd'hui beaucoup, parce que c'est là-dessus que se structure un petit peu beaucoup de choses et qui fait qu'on va croire qu'on a tous une place dans cette société, qu'on a un pouvoir aussi, même si c'est une voix, on voit que beaucoup de choses peuvent changer avec rien qu'une seule voix, même si la démocratie, c'est pas que les élections, évidemment. Donc, c'est chez cette jeunesse, chez des catégories qui s'éloignent de plus en plus, on voit la participation chuter à chaque élection, il y a des moments où on a l'impression au contraire qu'il y a autour des médias notamment, puisque moi je le vois autour des médias, mais ce moment cérémoniel qui se joue, et c'est à la fois une source d'angoisse et de réconfort, parce que c'est facile quand les événements sont lisibles ou sont dans une immédiateté ou dans une temporalité qui provoquent des choses immédiatement, des effets de sidération comme les attentats, et après une communauté de deuil qui se construit. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a affaire à quelque chose comme le réchauffement climatique et ses effets, alors qu'on devrait être tous dans une forme de mobilisation, d'urgence à dépasser nos différences et à avancer démocratiquement sur ces questions-là, c'est compliqué. On voit que les polarisations persistent, et surtout ce qui s'est joué ce qui s'est joué, c'est la parole politique. C'est quand même beaucoup vidé de sa valeur, de son sens. Donc il faut retrouver des leviers de confiance à partir de là. Il faut, moi, je ne crois pas que le tableau soit complètement noir, mais je suis dans la même interrogation que je ne vais pas au-delà du stade de la question, à la limite, mais parce que que nous réserve cette fragmentation, on doit sortir de cette impuissance à laquelle on est, le sentiment un petit peu d'angoisse dans lequel ça nous plonge, exactement comme si on est au bord d'une falaise. Ces paroles multiples, je finis un peu platement, mais j'ai pas les historiens sont très mauvais pour regarder dans les boules de cristal, donc voilà. Moi, je ne vous demandais pas, ça pouvait simplement être un fait qui vous donne espoir, ou enfin qui vous fait croire que la démocratie n'est pas,
tient toujours, quoi, contrairement à ce que ce titre un peu grave ou dramatique pouvait laisser entendre. En tout cas, je vous remercie toutes les deux pour ces riches interventions. Je crois qu'on oui, on va. Alors, la règle du jeu est toujours la même. Je la rappelle néanmoins. Vous levez la main et vous ne vous prenez pas tout de suite la parole. Vous me laissez le temps d'arriver jusqu'à vous avec le micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous entendre tous. Il y a madame au premier rang et il y a un monsieur ensuite. Bonsoir, merci. Lorsque tout à l'heure vous parliez de la démocratie qui était chez les Grecs, j'imagine que c'était uniquement pour les hommes. Et donc ma question c'est, est-ce que la démocratie là dont on parle, pendant longtemps, et encore dans beaucoup d'endroits, malheureusement, ne concerne que la moitié de l'humanité? Alors, n'étant pas intervenante, je n'ai pas normalement l'autorisation de vous répondre, mais je vous répondrai qu'effectivement, la démocratie grecque, et je l'ai dit dès le départ, elle fonctionne sur un modèle extrêmement restreint, puisque seuls les citoyens grecs, citoyens, je n'ai pas parlé de citoyens et citoyennes, voilà. Mais je laisse les intervenantes répondre. C'était si la démocratie ne s'entendait au fond que dans un sens masculin un peu trop souvent. Oui, ça fait partie des... Comment dire, d'une certaine façon, le fait que maintenant... je voudrais un petit peu élargir la manière dont vous allez poser le problème. Ce qui est intéressant dans la dynamique de la démocratie, c'est qu'elle fait rentrer dans la sphère publique des problèmes qui, par exemple, il y a 50 ans, n'étaient pas des problèmes politiques. Alors, je formulerai les choses autrement. Par exemple, la démocratie a fait rentrer, c'est la dynamique démocratique a fait rentrer dans l'espace politique des questions relatives à la famille, des questions relatives au mariage, des questions relatives à l'homosexualité, les revendications féministes, etc. Donc, il y a eu toute une discussion, quand ces questions sont intervenues dans la sphère publique, il y a des gens qui disaient « Ah, mais c'est pas de la politique, tout ça ». Et moi, je ne pense pas. Je pense que ce qui est important, c'est que la démocratie, elle a la capacité d'élargir le périmètre des affaires publiques, et c'est-à-dire de faire rentrer dans la sphère publique des questions qui, autrefois, étaient considérées comme des questions non politiques. Donc, la question des femmes, elle est rentrée dans le périmètre des affaires publiques. Donc, je préfère parler comme ça que de dire c'est de la domination masculine. Parce qu'il ne tient qu'à nous de faire que ça ne soit pas de la domination masculine. Monsieur avait une autre question. Oui, je regrette une chose, c'est que on ait employé une seule fois le mot publicité. Or, c'est la publicité ce sont les annonceurs qui font vivre les médias. Alors, je veux dire, quand vous avez parlé de Cyril Hanouna, il a un intérêt extraordinaire, c'est qu'il permet aux annonceurs de cibler. Observez les publicités qui passent dans l'émission de Cyril Hanouna, vous verrez que ce sont des publicités tout à fait vulgaires et d'un commun extraordinaire. Alors, ça, c'est un point qui me paraît important. Et l'autre point que je voudrais vous dire, mais c'est peut-être une anecdote, mais vous observerez que chaque semaine, sur toutes les chaînes, vous avez, je dirais, une rubrique ou un interview de Leclerc ou de Système U ou de Carrefour pour dire tout le bien qu'ils font à la consommation. Ce n'est pas de l'information, c'est de la publi-information. Voilà. Et ça, je crois que c'est absolument important de dire le rapport argent, annonceur et médias. Oui, alors vous avez complètement raison. L'industrie télévisuelle fonctionne là-dessus. Il n'y a pas que les autorisations d'émettre, il y a aussi tout l'apport, les revenus viennent essentiellement. Il faut bien, ça coûte cher de diffuser des contenus, de financer des programmes. Donc oui, c'est une manne importante et c'est la raison pour laquelle il s'en prend notamment au service public. Mais c'est l'histoire des attaques contre le service public. Souvenez-vous de la réforme de Nicolas Sarkozy en 2008 qui voulait donc enlever les publicités après 20 heures sur le service public. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une résistance. Regardez ce que fait Sleeping Giant qui va voir les annonceurs et qui va leur dire regardez dans quel espace médiatique, à côté de quel
type de contenu informationnel, entre guillemets, au sens large, votre marque est associée, et qui essaye de responsabiliser ces marques pour que soit les inciter à, chez Jean-Marc Morandini, à ne pas être associés à la profil pédophile, etc., et donc à retirer leurs fonds, leurs investissements, leurs placements commerciaux dans ces espaces-là. Donc il y a... moi, je n'étais pas pour le retrait de la publicité sur les antennes du service public, parce que justement, il faut que le service public ait de l'argent pour faire des contenus. Je ne crois pas qu'il y ait un modèle BBC qui fait qu'on va arrêter de réfléchir les contenus et la qualité des contenus en fonction des audiences. Ça, c'est un temps assez lointain, assez passé. Donc, dans cette mesure-là, et d'ailleurs, le sénateur, comment il s'appelait, Ralit, Jacques Ralit, ancien ministre de la Culture, était contre aussi la suppression de la publicité, parce qu'il savait que c'était une manne, un apport financier important pour le service public. Voilà, donc la question aujourd'hui, si on veut un service public fort, c'est qu'il faut des moyens importants. Donc, voilà, et le service privé veut s'emparer de tout ce qui peut être pris au service public, justement, d'où les attaques répétées qu'on peut voir en ce moment et qui ne manquent pas, que ce soit les grands groupes. Donc non seulement ils ont des autorisations d'émettre gratuitement pour faire des profits sur ce bien public que sont nos antennes de télévision, enfin nos canaux de télévision, mais en plus ils veulent tout faire pour assécher les financements de nos antennes publiques et faire qu'on ait Alors que, vous voyez, dans le baromètre que je citais tout à l'heure, il y a une vraie différenciation des perceptions entre les médias privés et les médias publics en France, quand même. Énormément, c'est très, très net, ça apparaît. Et la défense des services publics, elle est presque réaffirmée par ce genre d'attaque. Voilà, donc je crois, pour être optimiste, vous me demandiez, qu'il y a une capacité de résistance encore qui se fait. Voilà, il ne faut pas désespérer de cette capacité-là que les citoyens, d'une part, et puis les acteurs, par la force des citoyens aussi, des soutiens qui peuvent s'exprimer, cette conscience de soi va aider nos espaces médiatiques menacés. Laissez-moi juste le temps d'arriver jusqu'à vous, en traversant la salle d'un pas vif et allègre, autant que faire se peut. Voilà, exactement. Merci. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même de l'espoir, en particulier sur les déclinaisons de la démocratie, en particulier la démocratie environnementale, avec la charte de participation qui est constitutionnelle, et la démocratie en santé, qui, même s'il est un peu bancal par rapport à la démocratie environnementale, est-ce que vous ne pensez pas que ça, justement, c'est un renouveau ou un maintien ou un soutien de la démocratie actuelle ? Écoutez, ça fait partie aussi, c'est un petit peu ce que le même type de question que, excusez-moi, de réponse que celle que j'ai faite tout à l'heure, c'est-à-dire que, au fond, quand on arrive à faire rentrer un certain nombre de questions, comme par exemple l'environnement, comme étant une question absolument fondamentale, on voit que c'est très difficile d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très important, c'est d'arriver à faire rentrer des questions, ça c'est la dynamique démocratique, c'est-à-dire c'est l'inventivité, l'invention démocratique, ça consiste aussi à inscrire dans le périmètre des affaires publiques des préoccupations fondamentales qui n'en faisaient pas partie traditionnellement. Et donc là, il y a aussi une raison, je crois, d'espérer positive, c'est-à-dire que en particulier, il y a un certain nombre au fond, d'organismes ou d'institutions qui ne sont pas les institutions traditionnelles, qui ne sont pas les institutions verticales et qui font appel à l'horizontalité de la participation citoyenne,
qui interviennent dans le débat public, et même si les résultats ne sont pas absolument satisfaisants, on peut penser que ce sont des éléments fondamentaux dans au fond, la réinvention démocratique. Alors peut-être que j'ai été trop pessimiste tout à l'heure, mais il y a certainement des raisons au fond de saisir aussi au milieu de tout ce marasme qu'on a décrit, en particulier au niveau de l'information, des réseaux sociaux, des raisons de voir des choses nouvelles apparaître et se développer, et des contenus émerger, la question du vivant, la question de l'environnement, bon, la question, par exemple, l'idée d'égalité, elle est complètement transformée avec les revendications féministes. C'est-à-dire qu'elle est complètement renouvelée. Hein. La question de la justice aussi. Donc on voit les grands concepts qui sont les concepts sur lesquels, au fond, travaille la démocratie. Ce qu'on voit, c'est comment ils sont réactivés, renouvelés, quelquefois avec des errements ou avec des égarements, mais peu importe, ça fait partie, je dirais, des mécanismes d'invention, la dynamique de l'invention démocratique. Mais ça dépend ce qu'on en fait, parce que les chartes, ce ne sont pas des textes contraignants. Est-ce que on les construit dans le cadre d'un débat plus ou moins faussé? Regardez ce qui s'est passé avec la Convention sur le climat. Il y a eu un gros travail qui a été effectué, il y a eu des gens qui se sont impliqués, et ça aboutit à voilà. Donc c'est plus des outils, en fait, des leviers de communication qui temporisent des débats qu'on devrait avoir, qu'on a déjà eu lieu, enfin, qui se sont déjà déroulés en partie. Et donc ce sentiment-là, on rejoint le début de notre discussion. Alors moi je redeviens pessimiste, mais voilà, c'est que ce sentiment que ça patine, qu'on n'avance pas. Pas parce qu'on est impatient, parce qu'il faudrait faire des choses tout de suite maintenant et que les institutions sont trop lentes, mais c'est parce qu'on fait des choses qui sont trop lentes exprès pour ralentir des actions qui pourraient être prises avant. Et c'est ça qui agace aussi les gens. On rompt quelque chose qui nous lie aux politiques, parce qu'on donne l'impression que ce n'est que des échanges, des paroles, des leviers de communication qui sont utilisés pour ne pas prendre de décision, attendre la réélection suivante et garder le pouvoir. Moi, c'est un petit peu... alors c'est plus à titre citoyenne que je dis ça, mais on l'a entendu quand même aussi dans nos groupes de réflexion. Ce rapport aux politiques critique, hein, qui est compliqué, qui à la fois tout revient à ça. Les gens, les Français, les publics sont passionnés par ça, c'est vrai, mais avec cette ambivalence qu'ils en sont parfois très critiques, tout en les écoutant beaucoup, en allant les écouter, regarder les interviews, etc. Voilà, il y en a qui sont très 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 en marge, et c'est ça qu'il faut, les jeunes qui ne se sentent pas compétents et qui ont besoin de traduction ou de médiation pour comprendre le monde, et sur qui ils tombent. C'est ça le problème d'un Hanouna ou d'un autre, hein, sinon plus que ça. Voilà. Donc les chartes, je suis plus... Mais ce que je veux dire, c'est que derrière les chartes ou la rédaction des chartes, c'est peut-être pas ça qui est le plus important. C'est l'espèce de mouvement qui, au fond, qui... Non, pas... Parce que là, ça dépend. Ou bien on considère la force de proposition qui vient d'en bas, ou bien on considère que tout ça, c'est des procédures formelles qui viennent d'en haut pour canaliser. Alors moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose dans la dynamique démocratique qui fait que il y a toujours quelque chose qui est en excès, qui déborde la canalisation qu'en fait le pouvoir en place. Bon, ça, c'est quelque chose d'important, même si on ne voit pas tout de suite les résultats. La création d'un moment comme Urgence Rénovation, dernière rénovation,
Voilà, c'est des jeunes qui n'avaient pas forcément envie de se coller les mains sur les routes, sur le périph' pour arrêter les voitures, pour appeler à l'urgence. C'est qu'ils ont vu que le texte de la Convention climat, qui réaffirmait la transition énergétique, la rénovation des bâtiments, etc., n'aboutit à une souris. Voilà, donc on ne peut pas se baser uniquement sur la rédaction du texte. C'est-à-dire que la rédaction du texte de la Convention climat, elle est en deçà d'un certain nombre de demandes ou d'aspirations qu'on ne peut pas faire disparaître comme ça. Donc, quels que soient les efforts que fait un pouvoir pour, au fond, voilà, moi je pense vraiment qu'il y a toujours quelque chose qui excède l'instrumentalisation que peut faire le pouvoir. Ça, c'est un élément, on l'a vu déjà dans l'histoire. Bon, alors, on est là dans une situation particulièrement critique, mais il y a une chose qui est quand même incontestable, c'est que c'est tout à fait... Par exemple, on dit que les jeunes... Le niveau d'abstention monte, mais on sait aussi que maintenant, les gens qui s'abstiennent, c'est pas simplement parce qu'ils vont pêcher à la ligne. Les gens qui s'abstiennent, ça devient... C'est triste à dire, mais un mode de protestation. Ils s'abstiennent parce que... Donc voilà, alors on pourrait imaginer des tas de choses, que par exemple on commence à tenir compte du vote blanc, des bulletins blancs, que ça changerait un petit peu la donne, mais enfin, même en dehors des procédures électives, il y a des mouvements de fond dont il est très difficile de penser que ça va disparaître comme ça. Voilà, bon, maintenant la question est ouverte. Ça y est, ça fonctionne. Une toute dernière question avant de vous laisser rejoindre vos pénates. Bonsoir, merci. C'est un peu dans la même veine, j'aurais une question sur, on parlait des chartes, moi je voudrais parler éventuellement des outils participatifs, ou par exemple de la création de nouvelles institutions ou de conseils, comme ce qui a été fait le Conseil de la refondation par Emmanuel Macron. Et je voulais avoir votre avis sur ces innovations institutionnelles ou sur ces sortes de créations, donc des outils participatifs, des budgets participatifs. Est-ce que ces éléments-là, ces dispositifs-là pourraient redonner confiance, en fait, et est-ce que la revitalisation démocratique pourrait aussi venir de cette innovation institutionnelle et de la création des dispositifs participatifs ? C'est toujours la même question, c'est toujours très ambigu. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on peut dire aussi qu'on invente des procédures ou des conseils, etc., qui sont des simulacres de participation. Et bon, on peut toujours faire cette critique-là, et on peut aussi dire que la demande participative, elle ne va pas s'épuiser au prétexte que ce qui est proposé est relativement dérisoire. À un moment du Conseil pour la refondation, on a beaucoup dit que tout ça, ça existait déjà dans les institutions telles qu'elles fonctionnaient. Donc, c'est pas la peine d'empiler des procédures, mais il faut faire une distinction entre... Pour moi, je ferais la différence entre, au fond, des sortes d'outils ou d'emplâtres qu'on invente comme ça pour répondre à une demande et qui ne satisfont pas à la demande, et la force d'une demande qui ne s'épuise pas ou qui ne s'abolit pas au prétexte que ce qu'on propose n'est pas satisfaisant. Bon, d'abord, il me semble que quand même, il existe au niveau local déjà des éléments de participation qui fonctionnent extrêmement bien. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les faire rentrer au niveau global. Mais il y a une différence entre ce qu'on pourrait appeler la force instituante, je sais pas si et puis les réponses qui sont plus ou moins adéquates, qui émanent des gouvernements. C'est un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la dynamique démocratique, c'est pas simplement
ce que propose un gouvernement démocratique, quelle que soit la valeur de ce gouvernement démocratique. Je vous remercie tous et toutes, nos deux intervenantes et notre modérateur. Je crois que vous pouvez les applaudir, vous en avez le droit. Deux petites choses. En général, nous essayons d'avoir un libraire qui vient proposer à la vente les ouvrages commis par nos intervenants. Ce soir, il n'y en a pas eu, mais nous avons notre boîte secrète et notre partenaire Bibliocité vous propose à la vente quelques-uns des ouvrages de Madame Revaud-Dallon. Je voudrais, pour terminer sur une note optimiste peut-être, vous donner ce soir une phrase que j'aime beaucoup, qui est la dernière phrase du Gettysburg Address de Abraham Lincoln. À nous de décider que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne disparaîtra jamais de la surface de la terre. Bonne soirée à tous. Merci.